parole au docteur Dickès, qui revient des Philippines avec son association LACIM, qui mène là-bas chaque année une mission humanitaire qui s'appelle Rosa Mystica. Merci bien, oui. Cette mission, nous avons 3 dispensaires et nous avons construit une église et un dispensaire fixe. Nous avons créé une paroisse, ça va vous rendre jaloux, j'ose pas le dire. Il y a 1000 personnes qui viennent à la messe tous les dimanches. Tout ça, ça s'est fait en 10 ans, avec beaucoup de travail, mais grâce probablement à l'aide de personnes qui sont ici dans cette salle, parce que pour faire tout ça, il faut de l'argent. Et évidemment, c'est comme ça que nous avons pu réussir ces projets qui ont évidemment des prolongations qui vont se faire avec le temps. Je vous remercie bien, oui. Alors, voyez-vous, j'ai fait publier un livre ici que j'avais écrit qui s'appelle L'homme artificiel. Peut-être quelques-uns d'entre vous l'ont-ils lu, il est épuisé depuis longtemps. Je résume ce que disait l'homme artificiel. Le but des transhumanistes, c'est de transformer les hommes en robots. Alors quand j'ai écrit ça, tout le monde m'a dit, mais dis donc, mais tu serais pas un petit peu fou par hasard? Il vient de sortir, alors vous voyez le titre, hein, L'homme artificiel. Il vient de sortir la semaine dernière un livre écrit par un académicien, et il a, je pense, imaginé qu'il n'avait pas le droit de reprendre le même titre que mon livre. C'est Homo artificialis. Donc il a mis la même chose en latin, mais finalement, pour dire finalement ce que je disais il y a 10 ans. On n'est jamais... Tout le monde est un Cassandre. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous faire une petite citation. Je vais vous demander de faire très attention, elle est très courte. Après, je vous donnerai l'autorisation de m'envoyer des œufs et des tomates sur la figure. Vous avez, c'est une citation qui commence comme ça, hein, vous avez aussi voulu penser les mutations inouïes que les nouvelles technologies du vivant nous laissent deviner. Technologie, d'accord. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme ou l'homme augmenté. C'est une question redoutable. Jusqu'où permettre le progrès? Car le progrès ne peut pas être suspecté, nous devons le favoriser. Comment faire pour que nous puissions maîtriser ces graves questions éthiques? Ce qui est en jeu, c'est l'idée même de l'humanité, de choix et de liberté. Donc vous voyez, là, la technique va-t-elle détruire l'homme? Cette citation, c'est pour ça que je vous parlais de tomates, elle a été faite par François Hollande à la Grande Loge de France. Donc, François Hollande a pris conscience de ce que je disais il y a 10 ans. Mais en tant que bon médecin, je vous dirais qu'il y a le diagnostic, mais il y a aussi le thérapeutique. Et connaissez-vous la thérapeutique du bon Hollande dans la matière? La franc-maçonnerie nous servira de boussole. La franc-maçonnerie nous servira de boussole. En réalité, il ne faut pas se faire d'illusions. Comme disait très bien Philippe de Villiers dans un de ses livres, le pouvoir, ils l'ont déjà. Ils l'ont partout, par toutes ces sociétés occultes comme la franc-maçonnerie, Bilderberg, etc. Et c'est eux qui imposent ce que nos amis viennent de nous dire tout à l'heure et qui entrent parfaitement dans le projet des transhumanistes. Alors l'idée de mettre un ordinateur
dans la tête des gens. Elle existe depuis pas mal de temps, parce que Spielberg, quand il est allé à la Silicon Valley pour rencontrer des transhumanistes, pour trouver des trucages pour ses films, un des savants qui était là lui a dit « Nous allons greffer Google dans la tête des gens. » Ah oui. Et Stephen Hawking. Alors Stephen Hawking, c'est actuellement le plus grand savant de l'époque contemporaine. C'est lui qui a découvert ce qu'on appelle les trous noirs, qui pourraient, paraît-il, nous mener à des univers parallèles aux nôtres. Alors il est gravement malade, il continue d'exprimer, et voilà ce qu'il dit. Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine. Alors on verra ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est très simple. Et il ajoute, le jour où on greffera un ordinateur dans la tête des gens, ça sera le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais je ne crains que ça ne soit le dernier. Donc, ce que je disais il y a 10 ans, eh bien, maintenant on le dit, on l'entend. Les transhumanistes le disent eux-mêmes, ils disent oui, voilà. Mais ne vous y trompez pas. Le transhumanisme, pour la plupart des gens, oh ouais, c'est un vague courant philosophique, au mieux. Ah ben non, mais c'est les grands intérêts financiers qui se placent de diverses manières. Oui, c'est ça. Mais ça n'est pas que ça. Le transhumanisme est avant tout une idéologie. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? Eh bien, je la résume d'une manière très simple. Dieu fait homme, l'homme doit être Dieu. Le Dieu, bon Dieu s'est fait homme, et l'homme veut prendre sa place. C'est ça l'idée des transhumanistes. Alors, quels sont les moyens? Ces moyens sont évidemment nombreux, et je dois vous mettre 12 sardines dans une boîte de 4, hein, parce que la première conférence que j'ai faite à Chiré, elle a duré 3 heures. Personne n'a pipé, tout le monde a écouté jusqu'au bout. Alors, le transhumanisme, c'est un courant qui est né par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelle Kurzweil. Le mot vient du frère de Aldous Huxley et il a été utilisé pour la première fois en 1957. L'idée générale est que c'est l'homme, nous sommes des hommes, H, et le but est d'arriver à l'homme plus, c'est-à-dire un homme qui dépasse par ses connaissances et ses forces l'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes actuellement. C'est une idéologie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit de créer un homme nouveau, un homme entièrement nouveau, comme Marx, l'homme générique, comme Hitler, avec les Übermensch, comme les docteurs Marat et Guillotin, qui appelaient de leur vœu une nouvelle humanité. C'est cela que veulent les transhumanistes. Mais le problème, c'est que ces révolutions que je viens de vous citer se sont faites dans le sang, tandis que le transhumanisme est en fait un loup cruel qui est déguisé en agneau. Pourquoi est-il déguisé en agneau? Parce qu'il vous raconte des choses de ce genre.
nous allons guérir toutes les maladies. Ah, formidable. On va prolonger la vie des gens. Le grand slogan, c'est de dire l'enfant qui vivra 1000 ans est né hier. Ah, bon, ça va plus loin encore. On nous promet l'immortalité. On nous promet l'immortalité. Ça doit être bien long. Hein? Alors, promettre l'immortalité, pourquoi? Pour des raisons que je qualifierais presque de mathématiques. Il est évident que si on fait vivre les enfants jusqu'à 1000 ans sur Terre, eh bien, on se marchera sur les pieds. Le monde sera devenu, quoi? Une immense maison de retraite. Voilà le futur qui est prévu. Alors, que faire? Il n'y a pas d'autre solution. C'est effectivement de transformer les hommes en ordinateurs. Et pourquoi? Parce que le numérique, le digitalique, comme vous le voulez, permet, selon la loi de Moore, de doubler la capacité des microprocesseurs. En fait, c'est des transistors qui sont sur du silicium, sur les microprocesseurs, de doubler leur capacité tous les 18 mois. Vous voyez bien, très bien, ce qui se passe auprès de vous, les appareils qui vous entourent, qui sont de plus en plus puissants. Sachez par exemple qu'avec un smartphone, il y avait quoi? Il y a actuellement, avec celui que vous avez dans la poche, ou que vous ne devriez pas avoir dans la poche, de quoi gérer toute la guerre du Pacifique, pour vous dire à quel point cela a pu se développer, et ça va continuer. Donc on pourra progressivement faire des micro-ordinateurs de plus en plus petits, et de plus en plus accessibles au niveau du prix. Alors, pour guérir toutes les maladies, il faut arriver à l'hybridation, c'est-à-dire le mélange de l'appareil et de l'homme, de l'ordinateur et de l'homme. C'est l'intelligence artificielle qui va permettre cela. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Je vais vous donner des exemples, il y en a des centaines. Actuellement, on vient de mettre au point un otoscope, c'est pour regarder dans les oreilles, qui vous donne à 98% la réponse pour dire, plus exactement, si votre tympan est normal ou pas, et donne le diagnostic de ce que vous avez dans 87% des cas. C'est-à-dire bien supérieur à ce que peut faire un ORL. Il existe maintenant des cabines dans lesquelles on peut faire rentrer des hommes, et à la sortie, on a un bilan de tout, respiratoire, cérébral, tout, avec des diagnostics qui sortent avec des traitements. Inutile de vous dire que les médecins peuvent se faire du souci, leur profession va disparaître très rapidement parce que de plus en plus, ils sont obligés de s'adresser à la machine qui, elle, est plus puissante. Et pourquoi elle est plus puissante? Parce qu'elle s'étend à ce qu'on appelle les algorithmes. Alors j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que les algorithmes? J'ai trouvé une comparaison très simple. Si vous avez 3 points comme ça, 1, 2, 3, vous allez vous dire où est le 4e? Il est là. Il est en prolongement. Donc à partir de molécules d'ADN,
Eh bien, tout simplement, en étudiant les modifications d'un bout d'os sur lequel on trouve de l'ADN, il est possible de faire un portrait de la personne qui l'a eu. C'est tout à fait possible. C'est comme ça qu'on vous présente Henri IV, par exemple. On vous présente l'homme de Cro-Magnon. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, mais ce que je veux vous dire, c'est que la force de frappe du transhumanisme, c'est Google, qui a acquis 187 holdings de recherche dans tous les domaines. Ces domaines, c'est ce qu'on appelle les BIC, c'est-à-dire nanotechnologie, bio-ingénierie, biologie, si vous voulez, informatique et les sciences cognitives étant la connaissance du cerveau et la robotique. Il vient d'acheter 86 entreprises de robotique sans que personne ne s'en rende compte. Ça représente une puissance terrible dont on n'a pas idée. Et ils veulent, les transhumanistes, il y a une université du transhumanisme qui s'est installée à Paris, qui est dans la Silicon Valley, eh bien évidemment, ils veulent améliorer un tas de choses dans le domaine de l'homme, théoriquement pour son bien. En fait, c'est pour le prendre en main totalement. Parce que ce que les gens oublient, c'est que tout appareil informatique peut être pris en charge par un autre appareil informatique. C'est comme ça qu'on a vu qu'un gamin a réussi à priver le quart de l'Amérique de l'électricité, que d'autres sont allés dans les ordinateurs de la NASA et du Pentagone. Alors cette miniaturisation, elle prend de multiples formes. Par exemple, il existe des poussières informatiques que l'on peut répandre dans l'atmosphère. On les envoie comme ça, et elles peuvent aller se fixer sur le cerveau. Et après ça, pris en charge par d'autres appareils informatiques. Les progrès en génétique sont absolument extraordinaires. Vous êtes au courant, on a découvert maintenant, c'est une Française qui s'appelle Charpentier Emmanuel, le moyen de couper les morceaux d'ADN, les chaînes d'ADN, précisément pour pouvoir améliorer l'espèce et faire un homme parfait, si l'on peut dire, notamment par le tri de l'ADN. Ça, c'est assez extraordinaire. On a même réussi à créer des hommes nouveaux, des acides aminés nouveaux. Les acides aminés, c'est ce qui se comporte, ce sont les protéines. Et ces protéines, il y en a 20. Les chaînes d'ADN, il y en a 4, TGC, c'est le chiffre de la vie, vous en avez certainement entendu parler. Eh bien, on en a trouvé des nouveaux. Qu'est-ce qu'on va en faire? On ne sait pas. Un homme comme Craig Venter a détricoté entièrement le génome d'un microbe qui s'appelle Mycoplasma genitalis, comme il aurait fait d'une gigantesque construction de Lego qu'il aurait mis à plat, et il a reconstruit un autre microbe qui s'appelle Cynthia. Il est entièrement synthétique. Ça vous rappelle quelque chose? Et Dieu créa chaque espèce selon son espèce. Craig Venter avait créé une nouvelle espèce. Avant-hier, j'ai appris qu'on avait réussi à créer des embryons de souris. Extraordinaire. Donc on n'a plus besoin de l'homme. On n'a plus besoin de l'homme. Vous connaissez aussi les cellules souches. Il y a eu Yamanaka qui a eu le prix Nobel il y a eu 3 ans,
qui répugnait à ce que l'on serve d'embryon, quand il a dit cette phrase magnifique, quand je regarde un embryon, j'ai l'impression de voir le portrait de mes filles. Il a découvert des cellules souches dans la peau qui servent à l'horripilation, c'est-à-dire à relever le poil, il les a transformées. Et avec ça, on est capable de réparer n'importe quel tissu. Ce sont des cellules totipotentes, dites totipotentes. Le lendemain où il avait le prix Nobel, eh bien, un autre japonais de Tokyo, qui s'appelle Michinori Saito, annonçait qu'il avait réussi à créer des gamètes. Qu'est-ce que c'est que les gamètes? Ce sont les ovules et les spermatozoïdes. Alors ça vous fait peut-être ni chaud ni froid, mais ça veut dire qu'on n'a plus besoin de la reproduction naturelle. On prend un petit peu de ma peau, là, et puis comme il y a de la place, on fait des cellules souches que l'on transforme en gamètes. Et la reproduction disparaît. Alors je vois que mon ami s'énerve un petit peu, ce qui m'oblige à terminer tout simplement. Il faut savoir que le big data, c'est tout ce que vous faites dès que vous vous adressez à l'informatique, ça s'appelle le big data, les grandes données. Prenez un ticket de métro, passez à l'autoroute, vous consultez un site, vous discutez sur les Facebook et autres, tout ça c'est enregistré. Et on en connaît plus sur vous par les big data que vous-même ou que vos voisins. Vous représentez le danger incroyable que cela peut représenter pour l'humanité. Alors, je ne peux pas aborder le monde des robots, mais vous trouverez beaucoup d'explications aussi là-dedans dans mes livres. Mais, par exemple, quand on sait qu'actuellement, c'est d'une facilité extrême de mettre dans le cerveau des gens des microprocesseurs. On le fait pour les gens qui ont la maladie de Parkinson, on le fait pour les gens qui sont dépressifs. Alors vous voyez un Parkinson qui est comme ça, qui n'arrive plus à parler, ni à marcher, et qui se lève d'un seul coup. Ces dispositifs, on peut maintenant, alors c'est grand comme un dixième de cheveux, et ces dispositifs, on peut vous les injecter très facilement, notamment par les vaccins. C'est un danger terrible, ça, qu'on vous injecte des ordinateurs sans que vous vous en rendiez compte, ou qu'on mette dans l'espace des micro-ordinateurs que vous avalerez et qui viendront se fixer sur telle ou telle partie de votre corps. Alors, ces perspectives, ça a un côté un peu cool, mais ces gens croient en cela, et je pense réellement que la vitesse des progrès qui se font dans cette matière nous interroge sérieusement, et que ce que je viens de vous le dire, il faut que vous le répétiez à tout le monde. Alors, nous nous consolons en disant « Oui, Fatima, c'est l'année. Oui, mon cœur immaculé triomphera. » Mais nous ne devons pas nous appuyer sur cette phrase pour dire « Ah bon, de toute façon, c'est pas la peine de se casser la tête. Le cœur immaculé de Marie triomphera et nous avons les promesses de la vie éternelle. Alors c'est parfait. Restons bien tranquillement et attendons ce moment-là. » Nous n'avons pas le droit. Tous ceux qui sont ici ont une certaine motivation. Il faut se mettre au boulot. Au lieu de regarder, je ne sais pas, les feux de l'amour, ou je n'ai pas la télé, j'ai pas les moyens de me la payer, ou je ne sais pas quoi. Ce que je vous demande, c'est, vous avez les moyens qui comptent. Il y a la politique,
Si vous savez par exemple que l'autorité visuelle de la télévision n'a réussi il y a 5 ans que 13 lettres de protestation. 13. Si face à une émission pseudo-pornographie, tous les gens qui sont dans cette salle écrivaient, croyez-moi que ça changerait beaucoup de choses. Il en est de même pour les politiciens, il en est de même dans tout ce qui concerne la technique et la publicité. Donc, vous savez, la foi sans les œuvres, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça n'est rien. Donc, au boulot, il faut que chacun prenne ses responsabilités, de même qu'il doit le faire en ce qui concerne ces questions de pornographie et en ce qui concerne, bien sûr, l'éducation de nos enfants. Je vous remercie.